Bonjour à tous et bienvenue au Gré des Vents. On se retrouve aujourd'hui pour se pencher à la loupe sur nos vieux gréements, pour découvrir l'histoire de chaque voile. Vous découvrirez que chacune a son histoire et aucune place n'est permise à l'esthétique. Tout est absolument pratique. En effet, quand vous voyez un 3-mâts carré moderne, vous vous imaginez peut-être que c'est un ingénieur qui un jour a pondu ça en une seule fois pour imaginer ce type de gréement, mais vous allez découvrir qu'il s'agit en fait d'un développement constant depuis le début de l'ère de la voile. Je voudrais également préciser que les informations dont je dispose sont des bribes mises bout à bout. C'est un sujet très spécifique dans un thème qui est déjà lui-même une niche, donc j'ai eu du mal à trouver beaucoup de sources dessus. Si jamais vous constatez une erreur, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Par exemple, quand on voit cela, c'est tellement bien arrangé qu'on pourrait facilement s'imaginer que tout a été conçu d'une seule pièce. Mais il s'agit en réalité de siècles de tests en cause à effet, parfois volontaires et d'autres pas, à la suite d'accidents ou simplement pour améliorer les performances du navire. À partir du moment où on avait compris que attraper le vent pouvait nous déplacer, on s'est mis à concevoir des grandes voiles uniques. À ce moment-là, la logique des constructeurs était encore assez basique. Plus la voile est grande, plus le navire sera performant. Mais l'on est vite tombé face à une première problématique. Ce système fonctionnait bien aux allures portantes, donc quand le vent venait du secteur arrière du navire, mais quand il s'agissait de remonter au vent, très vite, le navire perdait toutes ses performances, parfois même jusqu'à sa capacité de manœuvre. Alors, comment y remédier ? Eh bien jusque-là, la solution que l'on avait était simple. Si le vent ne veut pas, eh bien on fera sans lui. Il y avait donc des sortes de grandes rames que l'on pouvait sortir de chaque bord pour faire avancer le navire à l'huile de coude. Cependant, ce n'était pas vraiment ce qu'il y avait de mieux. Ça prenait énormément de place et sur un navire, chaque mètre compte. On se dit alors qu'il fallait trouver une solution, non pas en bas, mais en haut. Les ingénieurs de l'époque ont conclu que la forme et la disposition des voiles carrées n'étaient pas propices à des allures de près. Ayant constaté que les voiles latines sont réputées meilleures à ces allures, il leur vint alors l'idée d'ajouter un mât d'artimon avec une voile latine, ce qui donna lieu à l'un des premiers 3-mâts du genre. Voici la Ourcq, qui est, si je ne me trompe pas, un navire datant de l'ère médiévale. On avait donc deux grandes voiles carrées avec la nouveauté de la voile latine qui est censée aider aux allures de près, mais on se rend vite compte qu'il y a un léger problème d'équilibrage. Au près, le navire a tendance à vouloir se mettre bout au vent. Cependant, ils constatèrent que cette voile aidait particulièrement pour accélérer la giration lors des virements dos au vent. Mais il fallait donc une seconde voile à l'avant pour équilibrer cela. La civadière était à ce moment la meilleure option, car on imaginait mal comment adapter une voile à cornes sur le mât de Beaupré. La voile carrée semblait donc, pour l'époque, la meilleure option du moment, mais elle possédait les mêmes contraintes que les autres voiles carrées. Elle pouvait difficilement se positionner dans le sens de la longueur du navire aux allures de près. Le problème n'étant toujours pas réglé, on a pensé à un moment tout simplement de déplacer cette voile latine à la place de la grand voile, comme on le voit sur cette représentation d'une caravelle, là où la grande voile carrée a été remplacée par une grande voile latine. Cependant, bien que le problème ait été réglé, que le navire n'a plus tendance à remonter au vent tout seul, on a une nouvelle problématique. C'est que si la voile latine est jugée parfaite pour les allures de près et de travers, elle l'est beaucoup moins pour les allures portantes. Il fallait donc trouver le moyen d'intégrer les deux en même temps, carré et latine, sur le même mât. Mais comment faire ? Car on est encore loin de l'invention des voiles d'étai et des phoques. On peut le voir en vrai sur des répliques que vous pouvez voir naviguer en vrai, comme le El Galeón Andalusia ou encore le Standard. Ces deux navires, pourtant bien plus modernes que notre Caraque du XIVe siècle, n'ont pourtant pas non plus de voile d'étai ni de phoque.
alors qu'ils sont du XVIIe siècle pour El Galeon et XVIIIe siècle pour le Standard. Même si sur certaines photos on peut voir une ou deux voiles d'été sur la réplique du Standard, mais je pense que c'est plutôt une concession à la modernité pour un meilleur confort de navigation aux allures de près. Car selon les informations que j'ai, le navire original n'en avait pas. Mais je ne peux pas l'affirmer. Comme dirait l'autre, j'y étais pas. Il semblerait que l'apparition progressive des voiles d'été se soit faite aux alentours du XVIIe siècle et qu'elle se serait popularisée dans le courant du XVIIIe avec les phoques. Pour revenir à notre caraque du XIVe siècle, il y a un autre problème qui se porte, c'est que les gigantesques voiles carrées non seulement ne permettent pas un réglage précis en termes de surface déployée, mais en plus s'avèrent quelque peu compliquées à manœuvrer de par leur taille. On a bien un système de ris qui permet de prendre, je crois, jusqu'à 3 ris. C'est les espèces de petites ficelles que l'on appelle des garcettes de riz que vous voyez sur les voiles. Quand on dit prendre un riz, c'est l'action de nouer ces petites ficelles à la baume pour les voiles latines et les replier sur la vergue pour les voiles carrées. Ça permet de réduire la surface de toile et donc la contrainte physique sur le mât et les haubans qui le retiennent. On fait généralement cela quand le vent commence à trop monter en force, afin d'éviter que la voile se déchire, que le navire se couche ou pire, démate. Mais toujours est-il qu'une seule grande voile pose non seulement cet inconvénient, mais il pose également le problème de la force à exercer pour la manœuvrer. Car en effet, pour de si grandes voiles, ce sont parfois des tonnes de traction qui se font alors. Il fallait toute une chenille humaine pour border les écoutes, et c'était très épuisant. On a d'abord eu l'idée d'un système de poulies pour réduire la force nécessaire, mais il fallait de toute façon trouver un moyen autre pour les rendre plus maniables. L'idée a donc été de diviser cette grande voile unique en 2 voiles distinctes. Nous n'avions désormais plus une voile simple et énorme, mais une basse voile et une voile de hunier. Ce qui non seulement permettait des réglages plus fins, mais également facilitait la vie des gabiers car ils avaient moins de difficultés à faire les voiles moins lourdes et des matelots de pont qui s'occupaient du réglage des voiles pour qui il était devenu moins dur de les gérer. De cette idée a découlé le système de mât à phare carré à 4 voiles, basse voile, hunier, perroquet, cacatois. Mais comme dans beaucoup de nouvelles techniques, on est parti dans une sorte de jusqu'au boutisme, tant et si bien qu'on a fini par se retrouver avec des 3 mâts carrés avec un nombre de voiles aberrant, en témoigne cette illustration. Un plus grand nombre de voiles permet un réglage plus précis, mais il ne faut pas que ça devienne un prétexte pour en faire trop, car pour finir, l'avantage devient un inconvénient avec un trop grand nombre de cordages à gérer. Pour en revenir à notre navire, nous avons donc désormais cette fameuse innovation sur notre caraque, qui est en 3 mâts avec une surface de toile désormais répartie sur 3 voiles par mât. On avance, c'est bien, mais on a toujours le même problème aux allures de près. On va alors, sur certains navires, faire des expérimentations en s'inspirant comme base des 3 mâts en voile aurique. Les voiles à cornes pourraient permettre de la place pour les voiles carrées. Comme ça, les voiles auriques seraient utilisées au près et les voiles carrées au portant. Mais très vite, on s'est rendu compte d'un problème. Les contraintes physiques de rajouter autant de surface de toile sur des mâts déjà bien sollicités, il fallait donc trouver un moyen de faire le même système que pour les voiles carrées, en les divisant en plusieurs petites voiles auriques sur la hauteur. L'idée de superposer plusieurs voiles à cornes rendait le tout trop complexe et contraignant. Il fallait donc trouver autre chose. Jusqu'ici, les étais servaient à tenir les mâts en place dans le sens de la longueur. C'est là que l'on s'est dit que l'on allait essayer de faire une voile sans baume ni vergue, et ça marche. La simple tension fait que c'est parfaitement rigide et suffisamment solide pour supporter des voiles supplémentaires. Les voiles d'étai venaient de naître. On appliqua alors cette invention sur l'avant du navire, avec des différents focs qui remplaceront progressivement la civadière devenue obsolète à leur avènement. Tout semble être bien qui finit bien, mais vous allez voir que les petits détails peuvent parfois avoir raison de siècles d'ingénierie.
Avec toute cette surface de toile supplémentaire au fil des siècles, le gréement a été repensé de long en large, notamment avec un système de mâts étagés en 3 parties. Sur certains navires, le beaupré a été lui aussi divisé en plusieurs parties, sauf qu'un petit détail manque. Le mât de beaupré sert d'abord à retenir les mâts dans l'axe de la longueur, mais avec toutes ces voiles rajoutées, la tension devient plus importante. Alors il faut donner plus d'angle à l'étai pour lui conférer plus de force. C'est à l'origine pour ça que le mât de beaupré se trouve là, pour accueillir un étai supplémentaire, mais évidemment cet étai sera également mis à profit pour accueillir un autre foc. On a bien un système de sous-barbe, un cordage ou une chaîne qui va du beaupré jusqu'à l'étrave pour le retenir de la tension exercée. Mais avec autant de tension, ce n'était plus suffisant. Alors, comment faire mieux? Eh bien, on va appliquer l'utilité du beaupré au beaupré. Pour compenser la tension appliquée par les mâts à l'étai, on lui a donné plus d'angle avec le beaupré. Alors pour compenser la tension du beaupré, on va donner plus d'angle à la sous-barbe, qui le retient. On va alors placer cette petite pièce qui s'appelle un arc-boutant, qui va venir artificiellement donner de l'angle à la sous-barbe, qui, bien que discrète, est la pièce la plus importante de tout le gréement. Il y a une citation que j'apprécie, je ne sais plus où je l'ai entendue. Faute d'un clou, le cheval perd son fer et le général la bataille. Cette citation, au trait un peu grossi, nous dit que, à négliger un petit détail qui au premier abord a l'air ridicule, on peut se rendre compte trop tard que c'est lui qui tenait debout tout ce qu'il y a de plus grand. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, on peut la convertir en « faute d'une manie, le beaupré perd sa sous-barbe et le navire ses mâts ». Car oui, la tension est répartie entre les étais qui tirent vers l'avant et les galopants qui tirent vers l'arrière, et aussi les haubans qui tirent sur les côtés, de sorte à ce que chaque mât soit retenu sur 4 axes. Depuis l'avant, c'est la sous-barbe qui tient le beaupré, qui lui-même tient le mât de misaine, qui tient le grand mât, qui tient l'artimon. A noter que sur certains navires, les galopants ne servent pas l'axe longitudinal. Tantôt galopant, tantôt pastac ou encore patara, les dispositions sont parfois différentes selon le type de gréement. Quand je vous disais dans la vidéo sur les types de gréement que je ne voulais pas me lancer dans ce joyeux bordel qu'est le référencement de tous les types de gréements existants, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi. D'un gréement à l'autre, les noms et les fonctions de certaines pièces changent. C'est donc compliqué de donner une définition universelle pour certaines choses. Voilà, dans les grandes lignes, comment on est passé de voilier rudimentaire avec un carré de toile et 3 bouts de ficelle à une merveille d'architecture que sont les gréements à phare carré modernes. Quand vous montrez sur ce genre de navire, que ce soit à quai pour une visite, ou si vous avez l'occasion de naviguer dessus, dites-vous que chaque cordage que vous verrez, chaque renvoi de poulie, chaque espar, est le fruit de siècles de réflexion et d'innovation. Même s'il y a énormément de cordages dans tous les sens, chacun d'entre eux a une utilité pratique, une histoire et une origine. Rien n'est là pour l'esthétique, c'est purement pratique. Et il y a tellement de pièces dans les gréements traditionnels que je pourrais avoir suffisamment de matière pour en faire des vidéos pour toute une vie, rien que sur les gréements. Le monde de la voile est une source immense de matière à traiter et à vulgariser. C'est pour ça que je ne tomberai jamais à court d'idées de vidéos. Pour cette vidéo, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait aucune datation, uniquement de vagues datations en siècles et encore. Car comme je vous l'ai dit au début, je manquais un peu de sources. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais, en espérant que cela vous a plu et que vous n'avez pas décelé trop d'erreurs. Partagez les vidéos s'il vous a plu, posez votre like pour afficher votre soutien, abonnez-vous pour ne rien rater, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Puissent les vents vous être favorables.